Conviction. Bienvenue sur le plateau de Conviction. Vous êtes bien sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Et pour ce nouveau rendez-vous, nous avons l'opportunité et la grande chance d'accueillir une grande dame, une femme de cœur et d'engagement. Il s'agit de Madame Patricia Danzi. Elle est la directrice des opérations du Comité international de la Croix-Rouge pour faire simple, en Afrique. Patricia Danzi, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour m'avoir accueilli. Mais tout le plaisir est pour nous. Vous savez que le principe de l'émission, c'est d'aller voir la femme qui se cache derrière la fonction. Vous avez, depuis maintenant, c'est depuis 2015 que vous êtes la directrice des opérations pour l'Afrique. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, il faut qu'on précise que vous êtes né en Suisse, d'une mère suisse-allemande, professeur à l'école secondaire, et votre papa, il est nigérian. C'est-à-dire que le bouillon de culture, cette différence entre les cultures, c'est quelque chose que vous connaissez depuis votre jeune âge, et puis surtout, vous parlez 7 langues, mais on va faire simple aujourd'hui, on va parler en français. Alors, dites-nous, cet engagement qui est le vôtre, vous avez l'opportunité de l'exprimer à travers la fonction qui est la vôtre aujourd'hui. Vous êtes entré au CICR en 1996, cela fait maintenant 20 ans. Vous avez gravi les échelons, vous avez travaillé sur quasiment tous les continents, on va dire ça comme ça. Presque, j'ai pas travaillé en Asie. Pas encore. Non, pas encore. Ça ne saurait tarder, à mon avis. On verra. Alors, dites-nous, votre premier contact avec le CICR, comment ça s'est passé ? Mon premier contact avec le CICR, c'était à travers une émission à la télévision. Et puis j'ai dit à mes parents, c'est ça ce que je veux faire. Donc j'ai écrit une lettre à 15 ans au Comité international de la Croix-Rouge. Chère Croix-Rouge, j'aimerais bien travailler pour vous. Ils m'ont répondu, ils ont dit merci Patricia. Un peu. Ils ont dit merci Patricia, continue tes études et puis recontacte-nous. Ce que j'ai fait 10 ans plus tard. Et fort bien, parce que vous avez étudié dans le Nebraska. Bon, une partie. Ça ne s'invente pas. Et à Zurich, où vous avez obtenu un baccalauréat en agronomie, géographie et sciences de l'environnement, un bachelor, l'équivalent licence. Et puis vous avez évidemment poursuivi à Genève des études post-universitaires. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'entre-temps, il faut quand même préciser, vous avez participé aux Jeux Olympiques de 96 à Atlanta. Racontez-nous. C'était un rêve d'enfance. Donc j'étais un enfant toujours très très actif, je courais partout et puis donc je voulais toujours bouger. Donc j'ai fait de l'athlétisme et puis j'avais la chance de me qualifier. Quelle discipline exactement ? C'était l'heptathlon, c'est cette discipline. L'heptathlon. Oui, sur 2 jours. Et puis j'avais la chance de me qualifier pour les Jeux Olympiques. C'était vraiment un rêve, un grand rêve. Magnifique. Et la même année, vous entrez au CICR. Exactement. En 96. Je savais qu'il fallait faire un changement rapide et radical et ils m'ont accepté au CICR entre-temps. Donc voilà. Alors moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'en fait, vous avez travaillé en qualité de délégué dans différents contextes, bien évidemment, mais vous avez fait les Balkans, donc la Bosnie, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo, puis ensuite en Amérique du Sud, vous avez été au Pérou. Vous connaissez bien la RDC, on y reviendra un peu plus tard, mais je note également que vous avez travaillé au Brésil, à Rio de Janeiro, dans les bidonvilles, dans les fameuses favelas. Une expérience importante pour vous ? Le travail que le CICR a fait dans la ville de Rio de Janeiro, c'était une expérience de travail dans les villes et pour voir si une organisation comme la nôtre peut avoir une influence sur les violences dans les villes. Et puis, est-ce qu'on peut changer quelque chose, changer les comportements des acteurs? Et puis donc, dans les favelas de Rio de Janeiro, c'était un travail un peu différent, mais les principes étaient les mêmes et puis les problèmes souvent aussi, comme dans les grands théâtres de la guerre. Alors, il faut rappeler à ceux qui nous suivent que le CICR a été fondé en 1863. Il s'agit d'une institution indépendante et neutre qui fournit une assistance aux personnes qui sont en situation de détresse, victimes notamment de conflits armés, mais vous intervenez aussi dans d'autres situations, notamment humanitaires. On aura l'occasion, bien évidemment, d'y revenir. Alors, Madame Danzi, avec votre expérience acquise depuis maintenant 20 ans, vous êtes aujourd'hui directrice des opérations au niveau du CICR en Afrique. D'un mot, que diriez-vous aujourd'hui de la situation humanitaire sur le continent africain ?
La situation humanitaire est difficile. Dans plusieurs endroits, c'est très compliqué pour les populations, notamment pour les gens qui doivent se déplacer plusieurs fois. Les systèmes de santé sont souvent attaqués. Et puis, on a des acteurs, de multiples acteurs qui ne respectent pas le droit international humanitaire. Donc, c'est complexe. Pas partout. Il y a aussi des bonnes nouvelles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Afrique, on parle toujours des mauvaises nouvelles de l'Afrique, mais il faut aussi souligner qu'il y a des régions qui vont mieux. Lesquelles, par exemple? Notamment les pays qui étaient touchés par l'Ebola. Donc là, on voit une amélioration en Afrique de l'Ouest. Et puis l'Afrique australe aussi, avec les conflits qu'on connaissait en Angola. Donc tout ça, c'est fini. Donc il y a des améliorations aussi. Effectivement. Alors, dans les pays où il y a une persistance justement de crise, est-ce que le CICR bénéficie, on va dire, de l'appui ou de l'engagement des pays concernés, avec les pouvoirs publics par exemple? Je pense au gouvernement. On pousse toujours, parce que dans les guerres, les autorités ont une responsabilité. Donc mais est-ce qu'ils exercent cette responsabilité? De temps en temps, il y a une volonté, mais il manque des moyens. De temps en temps, il n'y a pas de volonté. Donc, dans les deux cas, on essaye d'appuyer quand il y a volonté, pas moyen. Et puis, quand il n'y a pas volonté, on insiste. Et puis, on insiste plusieurs fois. Et puis, on fait des rappels à plusieurs niveaux jusqu'au chef d'État. Et puis, de temps en temps, ça change. Alors, il y a d'autres acteurs qui interviennent dans le même domaine que vous, hein, dans l'assistance humanitaire. On pense évidemment à Caritas, on pense au HCR, au Commissariat aux réfugiés. On pense également au programme alimentaire mondial. Quelles sont vos relations sur le terrain avec ces différentes organisations? Comme il y a plusieurs organisations, il faut coordonner. Donc il faut être sûr que l'aide humanitaire arrive aux populations qu'ils ont besoin et puis qu'on n'arrive pas deux fois au même endroit et on oublie un autre. Donc la coordination, c'est très important. Et puis nous, on est complémentaires souvent. Donc il y a des domaines dans lesquels une organisation excelle et un autre domaine où un autre acteur peut jouer un rôle important. Mais ça veut dire qu'en fonction des secteurs, vous avez une spécialité, on peut dire ça comme ça. Si vous coordonnez avec des partenaires qui sont différents, ça veut dire que chacun intervient dans son domaine de compétences, quelque part. Oui, et puis géographiquement, de temps en temps aussi, il y a une répartition géographique. Nous, on a la capacité de parler à tous les acteurs, donc souvent loin des villes, et puis là où d'autres peut-être peuvent pas arriver. Donc on va essayer d'atteindre les populations les plus éloignées, qui sont sous influence des acteurs qui peut-être les autres ne l'acceptent pas. Donc ça, on essaye aussi de coordonner dans ce sens-là. Alors, à quoi ressemble la journée d'une directrice des opérations en Afrique? Parce que il y a plusieurs théâtres d'intervention. Il faut être informé en temps réel de ce qui se passe, évidemment. Il faut être en capacité de prendre une décision. Comment se passe une journée type pour vous, Madame Danzi? Bon, elle commence tôt. Ça, c'est la première chose. Donc, voire très tôt. Et puis, c'est lecture, c'est des réunions, c'est des conférences par Skype avec les équipes sur le terrain pour discuter d'un changement d'orientation. C'est souvent des réunions soit avec des donateurs, avec les États, les ministères, et puis aussi très souvent les aéroports de déplacement, et puis les réunions sur le terrain avec les acteurs. Et puis c'est la partie qui me plaît beaucoup aussi dans notre travail, parce que c'est unique. On peut dans une même journée, on peut parler à un ministre après avoir passé des heures dans un camp de déplacés ou dans une prison. Et puis cette combinaison d'influencer ceux qui ont le pouvoir de changer et en même temps amener la réalité du terrain dans les salles de conférence, c'est assez unique pour notre organisation. Alors j'ai rappelé tout à l'heure que le CICR a été fondé en 1863, même si les conventions de Genève datent, je pense, de 1864. Je crois que c'est une année après que ça a été élaboré. Et puis bon, il y a évidemment la venue des mouvements, donc de la Croix-Rouge ainsi que du Croissant-Rouge. Mais est-ce que vous diriez que depuis 1864, il y a eu une évolution en termes d'intervention? Là, nous parlons d'un siècle et quelques années, bien évidemment. Parce que on remarque qu'aujourd'hui, le CICR intervient aussi dans ce que l'on appelle l'approche post-conflit. C'est-à-dire, après une guerre, il y a la reconstruction de l'État et ça se fait par le biais de certains secteurs d'activité où, là aussi, le CICR intervient. C'est une évolution, selon vous, qui est normale ou est-ce que vous pensez que, finalement, ça correspond à l'état d'esprit aujourd'hui?
Bon, l'évolution était aussi au niveau des guerres, qui combat qui. Donc, il y a 150 ans, il y avait beaucoup d'États qui se combattaient les uns contre les autres dans des conflits internationaux. Aujourd'hui, ça, il y en a presque plus. Donc, la plupart des conflits, c'est interne dans un pays seul. Donc, ça, c'est déjà un changement. Et puis, qui est touché par des guerres? Avant, c'était les soldats. C'est pour ça qu'on est né, en fait, sur le champ de bataille. Donc, les soldats blessés. Aujourd'hui, c'est plutôt la population civile qui souffre le plus. Surtout si les guerres se font à distance avec les bombardements, etc. Donc, c'est les populations qui souffrent plus qu'avant. Et puis, les guerres ont une nature différente. Et c'est à nous de s'adapter à ça. Tout à fait. Alors, vous parlez d'adaptation. Effectivement, on note aussi que parfois, le CICR intervient dans des secteurs qui sont liés à l'éducation, parfois même de manière, je dirais, l'approvisionnement en eau, par exemple. Vous intervenez, on y reviendra puisqu'en République démocratique du Congo, vous êtes intervenu dans ce domaine, mais on se pose quand même une question. Comment est-ce qu'une organisation internationale peut intervenir dans un domaine qui relève de la mission régalienne d'un État? Est-ce à dire que vous intervenez là où l'État a failli? Expliquez-nous un peu ce problème, cette différence. Pendant une crise, une guerre, il y a beaucoup de nécessités et puis souvent des choses ne fonctionnent plus parce que le système est interrompu, les capacités, les personnes ont fui peut-être, ou ils sont morts et puis ils ne peuvent plus fonctionner le système. Donc c'est dans ces situations-là que nous appuyons les structures existantes pour faire marcher l'eau surtout, mais aussi la santé, pour que les populations touchées par ces conflits-là aient accès à ces services essentiels pour leur survie. Alors, on voit bien que c'est un immense défi logistique. Ça nécessite évidemment des moyens. Ça tombe bien, vous avez lancé, je parle du CICR, pas de vous personnellement, un appel de 1,6 milliard de francs suisses. Ça correspond à peu près au même montant en dollars pour faire face à vos coûts pour 2017. Alors, actuellement, vos opérations les plus importantes en termes de budget, c'est la Syrie, avec 178 millions, le Soudan du Sud avec 126 millions de dollars, l'Irak, l'Afghanistan et le Nigeria, 82 millions, mais la RDC est à plus ou moins 68, un peu moins de 70. Alors, précisément, la RDC, nous y venons. La question que l'on se pose parfois, c'est de savoir, au fond, quand le CICR intervient en RDC ou dans d'autres pays d'Afrique, est-ce qu'on peut considérer ces pays sous assistance dans la mesure où, je l'ai dit tout à l'heure, vos domaines d'intervention concernent en réalité des secteurs où l'État devrait être en capacité d'agir. Alors, vos relations avec les pouvoirs publics, se passe-t-il toujours mieux, bien? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez améliorer en tant que directrice des opérations? Peut-être 2 mots sur le budget. C'est effectivement le plus gros budget que le CICR a lancé depuis son existence, depuis 152 ans, 3 ans maintenant, qu'on a lancé le plus grand budget. Ça témoigne un peu des nécessités au niveau global et puis les différentes crises qui ne s'arrêtent pas. Donc on est dans les contextes depuis très longtemps, depuis des décennies, et puis ça prolonge la souffrance des gens. Donc oui, c'est un grand budget et puis on essaye de récolter les fonds pour ça avec les gouvernements, notamment qui sont signataires des conventions de Genève. Maintenant, sur nos relations avec le secteur public. Donc, c'est une relation d'appui, en principe. Et puis, on ne doit pas avoir honte si le CICR est là, ou une autre organisation, pour se faire appuyer si, pendant une crise, les populations n'aient pas accès aux soins de base ou aux services de base. Ça ne veut pas dire que tout un pays est sous tutelle ou qu'il y a ingérence de ces organisations. Non, en principe, c'est un appui. Et puis, c'est vu pour la plupart des endroits où on intervient comme tel. Ça devient beaucoup plus compliqué si on doit intervenir dans les régions où l'État n'a plus de contrôle ou peu de contrôle et qui sont contrôlés par les groupes armés non étatiques. Et puis en RDC, il y a effectivement ce problème-là où l'accès est compliqué et puis le service pour les populations encore plus compliqué. Alors précisément, vous intervenez en RDC notamment, on vient de l'évoquer. Lorsque le CICR est présent plus d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années, on peut très clairement parler d'assistance à ce moment-là.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière de voir les choses? Oui, c'est l'assistance aux populations qui sont touchées par le conflit. Mais les gouvernements qui se succèdent, là je parle de façon beaucoup plus générale, adoptent un budget chaque année dans lequel on trouve, en principe, des fonds destinés justement au secteur qui concerne vos domaines d'intervention. Là, on travaille beaucoup sur ça, sur cet élément-là. On regarde que ces budgets soient inclus, pas parce que le CICR est là, on dit voilà, c'est le CICR qui fait, donc enlevons ça des budgets. Non, on veut qu'à la limite, à long terme, ça soit repris par l'État. Mais au niveau des compétences, au niveau soit des compétences techniques qui sont peut-être plus là, ou aussi au niveau des services, des engins, il faut un soutien qui peut durer quelques années, mais à la fin, c'est clair que les fonctions publiques doivent être reprises par la fonction publique. Alors, une de vos missions également en RDC, donc vous fournissez, je l'ai dit tout à l'heure, l'approvisionnement en eau, l'assainissement aussi. Vous avez réuni des familles, ça c'est important parce qu'on s'est rendu compte que ce drame humanitaire engendrait ce genre de tragédie. Et puis surtout, vous renforcez les soins de santé pour les blessés et vous assistez aussi les victimes de violences sexuelles. Alors précisément, c'est un problème évidemment récurrent, notamment en République démocratique du Congo. Là aussi, est-ce que vous avez une marge de manœuvre importante, notamment dans le travail avec les victimes? Comment se passe l'encadrement? Est-ce que là aussi vous avez d'autres organisations qui viennent à vos côtés pour les soulager? Bref, est-ce que cette problématique est aujourd'hui traitée avec des moyens qui vous paraissent satisfaisants? Alors pour la réunification des familles déjà peut-être d'abord, oui. Ça c'est toujours une activité très très joyeuse. Et puis j'ai participé à plusieurs et puis on a envie de pleurer chaque fois. Parce que les émotions sont très 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 fortes. Quand les mères, surtout les mamans, retrouvent leur fille ou leur fils et puis tout un village, toute une communauté peut être très très content. Donc ça a beaucoup de travail pour un seul moment qui récompense des gens comme nous pour des heures et des semaines de travail. Donc c'est chaque fois du bonheur. Ce qui est définitivement un souci, c'est tout ce qui est lié, vous avez dit, sur les questions des violences sexuelles. En RDC, pas uniquement en RDC, mais certainement aussi en RDC, c'est un problème. Et puis les femmes, surtout les femmes, mais pas uniquement, qui sont touchées, ils sont touchés pour toute leur vie. Et puis c'est important qu'ils ne soient pas rejetés par leur famille, par leur mari, par leur communauté, et puis qu'elles aillent à un endroit pour parler, pour trouver les soins aussi. Souvent ils ont besoin des soins, et puis pour être écoutés. Et ça, nous seuls, on ne peut pas faire ça. Donc on travaille beaucoup avec les maisons d'écoute, on les soutient. Et puis dans plusieurs pays, il y a aussi la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge de la région qui est impliqué. Parce que c'est important que les sensibilités d'une communauté soient prises en compte, parce que souvent c'est un sujet tabou, très difficile à en parler. Les femmes ne veulent pas en parler ouvertement nécessairement avec n'importe qui. Et puis il faut de la confiance, et puis ça prend du temps. Et les besoins sont énormes, mais le travail avec les femmes ou les victimes de la violence sexuelle, c'est une partie. Il faut absolument aussi travailler sur l'autre partie, sur ceux qui infligent ce fléau aux femmes et aux hommes aussi. Donc nous travaillons en même temps avec les groupes armés, on sensibilise les forces armées, les groupes, la police, partout, pour changer des comportements, parce que finalement c'est seulement ça qui peut à long terme soulager tellement de hommes et femmes qui en souffrent. Alors Patricia Danzi, on arrive au terme de notre entretien, je vous laisse le dernier mot. Bon, merci déjà beaucoup. Et puis il y a aussi un mot à la diaspora, parce que vous jouez un rôle important. Et puis c'est pas seulement le soutien financier que vous envoyez probablement chaque mois, chaque année à vos proches dans les différents pays respectifs, mais c'est aussi comment vous amenez les sujets humanitaires et d'autres dans les communautés où vous vivez. Et c'est important de connaître de faire entendre les voix de l'Afrique, et puis envoyer aussi des bonnes nouvelles, pas seulement les mauvaises, mais aussi les bonnes. Et puis vous êtes les ambassadeurs de vos pays respectifs, de vos communautés respectives, ici en Belgique, et donc jouez bien vos rôles.
Merci infiniment Patricia Danzi. Je rappelle que vous êtes la directrice des opérations du CICR pour l'Afrique. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve très prochainement sur le plateau de Conviction sur Radio Mboté. À très bientôt.